Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique, un nouveau numéro consacré au coronavirus, mais cette fois à la gestion de crise par le gouvernement français et Emmanuel Macron. Et cette semaine, mon invité, c'est Jean-Philippe Tanguy. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Alors vous êtes porte-parole de Debout la France, également délégué national au patriotisme économique, spécialiste des questions d'industrie. Et vous comptez également parmi les lanceurs d'alerte sur le scandale Alstom, sur lequel on va pas revenir aujourd'hui du moins. Merci beaucoup d'être avec nous en tout cas. Merci à vous. Alors on a vu que Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, était en pointe sur le sujet sanitaire qu'est le coronavirus. On approche aujourd'hui au niveau mondial à la centaine de milliers de cas de contamination. La France, à l'heure où nous parlons, vendredi midi, on est environ à 450 cas de contamination, 7 décès. Il y a toutefois un problème dans tous ces chiffres. On a l'impression que la France manque de dispositifs de dépistage. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce que dit Nicolas Dupont-Aignan depuis le début de cette crise, alerté par des médecins de Debout la France, des témoignages de terrain, c'est que le gouvernement prend toujours leurs décisions en retard. Tout est en retard. On a l'impression qu'il y a systématiquement, enfin maintenant on n'a plus l'impression, on sait qu'il y a systématiquement une volonté de sous-estimer le problème, de vouloir soi-disant rassurer les Français, mais en fait les tromper sur la réalité de certains phénomènes inquiétants et qui de ce fait ne sont pas résolus. Et donc effectivement, notamment sur les tests, on en vient à une situation. M. Dupont-Aignan était dans l'Oise ce mercredi auprès d'une table ronde de médecins, donc au cœur de l'épidémie, au cœur du problème. Et les médecins témoignaient du fait que quand ils recevaient des patients avec tous les symptômes, ils ne les testaient pas systématiquement, ils les renvoyaient chez eux parce qu'il manquait des tests. C'est ce que disait l'ARS des Hauts-de-France, l'agence régionale de santé des Hauts-de-France. Donc oui, on a pu voir sur le terrain qu'il manquait des tests. Alors sans doute faut-il prioriser ces tests. S'il n'y en a pas assez, c'est normal de les utiliser pour les gens les plus atteints et les plus suspectés. Mais ce n'est pas normal qu'une puissance comme la France, puisqu'on a quand même par exemple en France l'Institut Pasteur qui est à la pointe sur ce genre de dépistage et de traitement, ne soit pas capable de produire les tests nécessaires. Surtout que l'épidémie, elle n'a pas commencé la semaine dernière. On est en alerte, la Chine a déclaré tout ça fin décembre, début janvier. Et donc la France, ne serait-ce même si on avait voulu aider la Chine, puisqu'on savait que l'épidémie allait prendre de l'ampleur, aurait dû lancer les grandes commandes et les préparations nécessaires dès le début de l'épidémie. Mais c'est toujours comme ça avec ces gens du système, c'est qu'ils pensent que tout va bien parce que tout va bien. Ce que je veux dire par là, c'est que le tragique n'est plus possible. L'accident n'est plus possible. Tout est sous contrôle parce que ça doit être sous contrôle. Non, c'est sous contrôle s'il y a du politique, si vous agissez, voilà. Et en fait, c'est intéressant, malheureusement, qu'on accuse, par exemple, Debout la France de vouloir inquiéter les gens. C'est pas qu'on veut inquiéter les gens, c'est que nous, quand on a des médecins de terrain qui nous transmettent des informations, on pose des questions. Voilà. Et il n'y a pas de certitude parce que le gouvernement le dit. Ça, c'est pas une démocratie. Une démocratie, il y a un débat. Que vous disiez tout va bien parce que tout va bien. On a l'impression que c'est un peu parce que tout va bien dans le monde des puissants quelque part. Exactement. Et patatras, il y a eu un premier cas de député contaminé, donc un député de l'Assemblée nationale de fait, ainsi que 2 fonctionnaires, un qui travaillait à la buvette, je crois, et un autre qui était également fonctionnaire. Racontez-nous, puisque Nicolas Dupont-Aignan est député, donc comment ça se passe en fait? Quel est l'encadrement aujourd'hui des députés? Est-ce qu'il y a eu des mesures qui ont été prises? Non, il n'y a pas eu spécialement de mesures. Bon, alors c'est normal qu'il n'y ait pas eu plus de mesures pour les députés que pour les Français. Il y a eu des solutions hydroalcooliques, il y a eu quelques recommandations, d'ailleurs de bon sens. Dire, tout le monde sait quand il y a une épidémie qu'il faut se laver les mains et pas se faire des câlins. C'est pas nouveau. Bon, mais il n'y a pas eu de mesures spécifiques. Et c'est très intéressant ce que vous dites, parce que exactement, on parle de ce député, on lui souhaite d'ailleurs de se rétablir le plus vite possible. On dit tout de suite, oui, mais c'est parce qu'il est à la Commission des Affaires étrangères. C'était les éléments de langage immédiats, avant qu'on se rende compte qu'il y avait une victime à la buvette et du personnel de l'Assemblée. On dit, oui, c'est parce qu'il voyage beaucoup. Bon, je ne connais pas le planning de ce monsieur, mais c'est pas vrai que les députés de la Commission des Affaires étrangères, oui, bien sûr, la Commission des Affaires étrangères ne voyage pas spécialement. Alors, ils ont quelques voyages d'études, mais c'est pas la norme spéciale. D'ailleurs, je crois qu'il n'était pas spécialement en voyage
dans les semaines précédentes, il faudra vérifier. Mais effectivement, là, je sens une inquiétude à l'Assemblée nationale. C'est triste, parce que faut-il attendre, effectivement, comme vous dites, que les puissants soient atteints pour qu'on prenne les mesures nécessaires. C'est déjà arrivé dans le passé, malheureusement, et dans des régimes qui n'étaient pourtant pas des démocraties, où les choses deviennent graves parce que ça touche, soi-disant, des gens importants. C'est très grave, et c'est un peu triste, parce que si on avait écouté Nicolas Dupont-Aignan, il se trouve que c'est lui qui l'a dit, ça aurait pu être d'autres responsables politiques. Avant, pas forcément dire qu'on avait raison sur tout, on ne prétend pas avoir raison sur tout, mais au moins écouter les questions qu'on a posées, sans tout de suite nous renvoyer au complot, à l'inquiétude, à l'irresponsabilité. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il faut que les personnels soignants, c'est-à-dire les personnes qui sont exposées au quotidien aux malades, et qui sont non seulement exposées, mais qui doivent les soigner, donc qui doivent pouvoir rester dans le système de soins, et les dispositifs médicaux, c'est-à-dire un masque, c'est quand même pas de la haute technologie, pour les protéger. Or, il faut que les Français sachent que pendant la grippe du H1N1, en 2009, on avait envoyé un kit à tous les médecins et tous les soignants exposés. Ce kit, c'était un masque FPP2, c'est-à-dire celui que Debout la France demande et qui n'est pas disponible, des lunettes de protection, une blouse, des gants, des solutions hydroalcooliques. Tout le monde les avait. Et les syndicats de médecins, qui étaient jusqu'à présent très rassurants et faisaient confiance au gouvernement, cette semaine, là, depuis le 3 mars, ont tous déclaré publiquement, soit dans Libération, soit dans d'autres médias, qu'ils étaient furieux et même inquiets de ne pas avoir ces kits. Comment est-ce possible qu'on n'ait pas en 2020 ce qu'on avait en 2009 ? C'est la question qu'on pose à Debout la France, et malheureusement, on n'a pas de réponse claire. Alors justement, cette semaine, on est allé voir un pharmacien pour faire un peu l'état des lieux et connaître un peu le stock de masques dont il disposait. On n'est pas déçus. En ce moment, oui, on nous en demande beaucoup, du gel hydroalcoolique, des masques aussi. Bon, on n'en a plus depuis une semaine, donc ça part très très vite. Et c'est sûr que là, aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui rentre dans la pharmacie et qui ne nous demande pas du gel hydroalcoolique. Apparemment, les fournisseurs sont en rupture aussi. On espère en recevoir. Il y a un fournisseur qui nous dit d'ici fin mars. Alors, il y a une quinzaine de jours, la France continuait d'envoyer des masques à la Chine. Absolument. On a appris ça par communiqué de presse élogieux à la gloire du ministre des Affaires étrangères qui se faisait une joie d'envoyer 17 tonnes de matériel. Donc, vous voyez le poids d'un masque. Donc, on peut imaginer les quantités que cela représente. Alors que l'épidémie était déjà sur le sol français. Que le devoir... Alors, c'est sûr que là, c'est la différence entre Debout la France... et la droite nationale en général, et M. Macron et ses amis. C'est sûr que pour nous, ce qui compte, c'est protéger la France. Voilà. Alors, il y a une logique aussi à limiter l'épidémie en Chine pour pas que ça arrive en France, on n'est pas débiles. Mais avant tout, protéger les Français. Or là, on voit bien l'idéologie, le poids de l'idéologie. De toute façon, on le voit depuis le début. Même certains éminentes, des savants que je respecte par ailleurs, on dit oui, ce sont des savants. Bien sûr que ce sont des savants et je les respecte. Mais tout le monde a des idées. Tout le monde a des opinions et de l'idéologie. Et les personnes qu'on a entendues avaient une phobie de la frontière. C'est-à-dire, c'était pas possible de mettre des frontières, sauf pour les villes. Bon, bizarre, on fait des frontières aux villes et pas aux pays. Ça, j'ai toujours pas compris comment c'est possible. Mais ils ont une idéologie. Voilà. Et le fait d'offrir notre matériel stratégique à la Chine fait partie d'une idéologie. Un dirigeant national digne de ce nom n'aurait jamais envoyé autant de matériel en Chine. C'est complètement dingue. Surtout que les principales usines sont en Chine. C'est la Chine qui produit massivement ce matériel. Donc il n'y a pas besoin d'envoyer ce matériel à part pour faire un communiqué, faire plaisir. Et se faire plaisir, d'ailleurs, c'est même pas pour faire plaisir aux Français, c'est pour s'auto-congratuler eux-mêmes d'être des humanistes et de leur grandeur d'âme. Et maintenant, ils accusent tout le monde d'être très méchants alors que ce sont eux les abrutis. Parce qu'il y a un moment, il faut dire la réalité. Il veut dire envoyer 17 tonnes de matériel alors que l'épidémie a commencé sur le sol français, alors qu'on a déjà une épidémie de grippe hivernale. Donc ça se surajoute à un problème qui est déjà existant. Absolument. Et que les hôpitaux sont déjà en tension. C'est complètement irresponsable. C'est incroyable. Et en plus, on refuse de nous dire ce qu'il y avait dans ce stock. C'est-à-dire, on apprend qu'il y a 17 tonnes qui est parti, on demande qu'est-ce qu'il y a dans ces 17 tonnes, pas de réponse. C'est scandaleux. Je veux dire, dans n'importe quelle démocratie normale, quand des représentants, des citoyens d'ailleurs normaux, mais aussi des représentants, a fortiori des représentants du peuple, députés, sénateurs, demandent mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces 17 tonnes, qu'il n'y ait pas de réponse ou qu'on nous balade, c'est scandaleux. Par exemple, aux questions du gouvernement, M. Véran, ministre de la Santé,
répondant à une question, a sous-entendu que les stocks stratégiques de l'État, c'est-à-dire les stocks de matériel que l'État garde en permanence en cas de crise majeure, comme une épidémie ou une pandémie, a sous-entendu que les stocks avaient été vidés entre 2011 et 2015, pour attaquer l'opposition, pour dire attention, venez pas nous chercher parce que vous allez nous trouver sur ce que vous avez fait quand vous étiez en responsabilité. Et il n'a pas tout dit. Donc soit il dit rien et il fait ce qu'il faut, soit il dit tout. Pour le moment, il n'a pas tout dit. Moi, j'ai constaté, Nicolas Dupont-Aignan a beaucoup travaillé sur les 2 rapports sénatoriaux sur la gestion de ces stocks stratégiques et sur un rapport de la Cour des comptes. On apprend dans ces rapports, c'est écrit noir sur blanc, tout le monde peut les consulter, c'est public, que en fait, le stock a diminué de moitié en valeur entre 2011 et 2015. Et depuis 2015, on n'a plus d'informations sur l'état des stocks. Donc les stocks, notamment de masques chirurgicaux ou de masques FPP2 qui sont censés protéger les soignants. Or, dans ces mêmes rapports, on apprend qu'on avait 1 milliard de masques chirurgicaux et 700 millions de FFP2. Et aujourd'hui, le président des syndicats AMG médecins nous dit qu'Olivier Véran lui a dit d'homme à homme qu'il n'y avait plus de masques FFP2. C'est-à-dire qu'on est passé de 700 millions à 2011 à presque rien. Donc là, c'est bien une défaillance de l'État. Il ne s'agit pas... Oui, puis par ailleurs, ça fait quand même 2 ans qu'ils sont au pouvoir. Bien sûr. Ils ont eu le temps de s'en rendre compte. Absolument. Et c'est là où on voit que la transparence est vitale en démocratie. Parce que si tout à chacun, vous, les journalistes, nous, les citoyens, avaient publiquement un état des lieux des stocks stratégiques en permanence... Il pourrait tirer la sonnette d'alarme. Mais tout est opaque. On ne sait rien. Et depuis 2015, il n'y a aucune publication de ces stocks, ce qui est inacceptable. Alors, parmi les joies du capitalisme et de la mondialisation, on a également vu la flambée des prix des gels hydroalcooliques, puisque forcément, comme il n'y en avait plus, des petits malins se sont dit qu'ils allaient pouvoir gagner un peu d'argent avec ça. On a vu donc Emmanuel Macron, l'ancien banquier, intervenir pour limiter les prix de ce produit. Oui, là, c'est là où on voit que ça doit vraiment être la panique à bord au gouvernement, parce que pour qu'un idéologue, c'est même pas un libéral, c'est un oligarque comme M. Macron, accepte de réquisitionner les stocks restants de masques et de limiter les prix, il faut vraiment que la situation soit très grave, parce que c'est quelque chose qui doit vraiment le hérisser, qui doit l'empêcher de dormir la nuit. Donc c'est que la situation est très grave, est inacceptable. Pareil, Nicolas Dupont-Aignan avait demandé le contrôle des prix sur les gels et les masques très tôt. La première journée, on l'a traité de tous les noms, et le lendemain, ils l'ont fait. Bon. Donc, c'est comme un exemple flagrant que l'opposition fait son travail, l'opposition à Emmanuel Macron fait son travail, qu'on cherche à la diaboliser en permanence, alors qu'on ne fait que demander des mesures de bon sens. J'ajoute, vous avez totalement raison que c'est l'idéologie mondialiste, mais c'est aussi l'idéologie européenne. Par exemple, les pharmaciens ont demandé l'autorisation de réaliser eux-mêmes des gels, des formules hydroalcooliques, parce que c'est pas très compliqué, c'est pas de la... D'ailleurs, si je peux me permettre, oui. L'OMS a publié une recette que tout le monde a été invité finalement à relayer pour que tout un chacun puisse faire sa recette. Finalement, 24 heures plus tard, il fallait surtout pas que les citoyens puissent faire cette recette parce que c'était visiblement trop dangereux. C'était presque du TNT, quoi, finalement. Moi, je préfère que ce soit les pharmaciens qui le fassent, parce que d'ici qu'il y a des gens qui fassent des bêtises. Mais on a un réseau, on a la chance, on l'a vu avec votre reportage, on a la chance d'avoir en France un réseau de pharmacies sur tout le territoire. C'est un des derniers services, pas publics, mais un des derniers services essentiels, qui n'a pas encore abandonné nos campagnes, notre ruralité. Et les pharmaciens, ce ne sont pas juste des commerçants. Ce sont des savants, ce sont des gens avec un haut niveau d'études. Ils sont aptes à faire des mélanges. D'ailleurs, à la base, vous savez, le signe des pharmaciens, normalement, c'est un petit récipient avec un instrument, parce qu'à la base, ils faisaient eux-mêmes les médicaments. Donc, quand les pharmaciens qui veulent aider les gens constatent qu'ils peuvent les aider en faisant cette solution et que l'Union européenne nous interdit de le faire en disant « Oui, mais attendez, il faut un décret, une autorisation », on est en pleine bureaucratie. C'est-à-dire qu'il y a tous les désavantages de la bureaucratie type soviétique et il n'y a aucun avantage d'un État fort. C'est le contraire des États-Unis. Aux États-Unis, j'ai vu, il y a 200 à 300 cas pour un pays de 400 millions d'habitants. M. Trump s'est félicité d'avoir bien géré la crise. On ne peut que constater qu'un pays qui a toute une façade pacifique avec l'Asie a réussi à contenir... C'est pas la Corée du Sud. Absolument. Donc, c'était pas vrai qu'on ne peut pas prendre de mesures. On n'a jamais prétendu qu'on peut arrêter une épidémie. Ça, c'est impossible. Par contre, on pouvait limiter. Est-ce que les mesures ont été prises aux États-Unis ou au Royaume-Uni, d'ailleurs? Oui. Est-ce qu'elles ont été prises en France? On ne le croit pas.
Alors on va poursuivre avec la question des écoles parce qu'on a entendu, on va entendre d'ailleurs tout à l'heure le porte-parole du gouvernement, encore une fois, Sibeth Ndiaye. On sait que plusieurs écoles ont été fermées dans des clusters, on va dire des foyers épidémiques, que ce soit dans l'Oise ou dans le Morbihan. Et on va faire une comparaison justement sur la gestion de la crise sanitaire en France et en Italie sur ce sujet des écoles. Il n'y a pas d'écoles qui seront fermées dans le stade 3. Si on les ferme maintenant, c'est pour empêcher que le virus se propage. Quand on attrapera la maladie n'importe où sur le territoire, ça n'aura plus forcément de sens d'avoir ce type de mesure. Dans un stade 3, vous savez, on ne va pas arrêter la France. Sapete che in queste ore c'era una valutazione in corso sulla possibilità di chiudere o meno le scuole. Per il governo non è stata una decisione semplice. Abbiamo aspettato anche il parere del Comitato Tecnico Scientifico e abbiamo deciso prudenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo. Alors c'est quand même surprenant cette différence de traitement de la crise, à plus forte raison que l'Italie est quand même très proche de la France et qu'on a quand même le sentiment que finalement la France n'a juste qu'une semaine de retard par rapport à l'évolution du virus sur l'Italie. Mais absolument, mais ça revient à ce qu'on disait au début de l'entretien, c'est que la France réagit toujours en retard et jamais même de manière proactive. Voilà. C'est-à-dire, s'il faut, pour protéger nos enfants, il faut fermer des classes, il faut autoriser les parents. D'ailleurs, je vois même que le président du MEDEF ce matin sur RMC a dit, bah oui, si les parents doivent s'occuper de leurs enfants, c'est normal que les entreprises les autorisent à le faire. Donc s'il faut prendre une semaine, 2 semaines, où on aide certains endroits où on expose les enfants, faisons-le, même parfois de manière proactive. Pourquoi toujours attendre la catastrophe, toujours attendre quand c'est incontrôlable? Regardez ce qui s'est passé à Compiègne, dans l'Oise, où on a dû en urgence isoler 200 personnels soignants. 200 personnels soignants à Compiègne, c'est considérable. Voilà. Si on avait pris des mesures en amont pour mieux suivre l'évolution du virus, on aurait peut-être seulement confiné 10, 15, même 50 personnes. Mais à trop attendre, de toute façon, si le mal doit arriver, il arrive. Donc à trop attendre, c'est pas ça qui empêche le mal d'arriver. Alors justement, on a un peu l'impression que cette différence de traitement, elle est aussi sur le propre sol français, puisqu'il y a des décisions qui sont prises. Je pense par exemple à l'annulation du semi-marathon de Paris, mais en même temps l'autorisation des coureurs à aller récupérer leur dossard jusqu'à la veille, donc dans un espace confiné que sont les Halles de la Villette. L'annulation du Salon du Livre, mais la tenue des matchs de football de Ligue 1 et de rugby du top 14, et pas seulement de Ligue 1 pour ce qui concerne le football d'ailleurs, parce que je vous propose de regarder le match de jeudi soir, Saint-Étienne-Rennes, c'était dans le stade de Saint-Étienne, et la fin du match est édifiante. On n'a pas le sentiment qu'on est au top des normes sanitaires là. Non, mais faut rire pour pas pleurer, quoi. Non, mais il y a un moment, c'est tragique. Mais de toute façon, là, avec le foot, on a la réalité de ce qui se passe. C'est qu'en fait, depuis le début, il faut un arbitrage économique. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que dans le système macroniste, mondialiste en général, la vie humaine est une marchandise comme une autre. Hein. Donc ça a une valeur financière, ça a une valeur économique. Donc, s'il y a quelques malades, c'est pas si grave. Si ça permet à l'économie de demeurer et de continuer comme si tout allait bien. Voilà. C'est que c'est monstrueux. C'est une idéologie profondément inhumaine qui pense que tout a un prix, tout a un coût. Et d'ailleurs, parfois, il l'avoue en disant oui, mais le désavantage est supérieur à l'intérêt. Bon. C'est des formules qu'on entend assez régulièrement dans les éléments de langage du gouvernement. Donc c'est tragique. Nous, on considère que la vie humaine n'a pas de prix. Et c'est pour ça que peut-être parfois Debout la France apparaît exigeant ou trop exigeant. Mais c'est qu'à partir du moment où nous, on veut sauver toutes les vies,
oui, on prend les mesures qui sont nécessaires. Et peut-être qu'il faut interdire des matchs de foot, peut-être que les grandes chaînes de télé vont perdre de la publicité, peut-être qu'il y aura moins de maillots vendus. Peut-être, oui, mais il y aura des familles qui à Noël auront encore leur grand-père, leur grand-mère, leur tante, et c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières. Mais quand je vois aussi sur les réseaux sociaux, dans certaines communications du gouvernement, dire ça touche que les vieux. Parce qu'on le voit, ça, vous l'avez vu comme tout le monde. Oui, c'est pas grave. Ça touche les personnes âgées. Il y a même un philosophe illustre qui expliquait qu'il fallait s'en réjouir parce que ça ne touchait que les personnes âgées. Non mais c'est complètement... Enfin, je n'ai même pas de mots pour qualifier ça. Voilà. Donc nous aussi, on considère que c'est grave de ne pas pouvoir passer un Noël de plus, même si effectivement c'est une personne très malade qui est en fin de vie, elle a mérite de pouvoir vivre aussi longtemps qu'elle doit vivre. Donc voilà, ça n'a pas de prix. Donc oui, est-ce qu'il fallait interdire les touristes chinois ? Oui, c'est difficile. C'est sûr que ça fait des gens pas contents. Ça fait perdre des points LVMH. Voilà. Oui, c'est grave. Il y aura peut-être moins de sacs, effectivement, moins de luxe. La bourse perdra un peu. Oui, mais les gens y vivront. Mais là, on est au cœur de la mondialisation et du modèle de société qu'on propose. C'est pas anecdotique, en fait. De toute façon, les pandémies, depuis... j'aime pas faire ce genre de généralisation, mais depuis que le monde est monde, les pandémies, ça révèle toujours la vérité sur les peurs, sur les sentiments humains, sur les sociétés. Qu'est-ce qu'on réalise là ? C'est que les dirigeants, ils ne pensent qu'au fric. Qu'au fric. Toute la sainte journée. C'est des arbitrages permanents. C'est bon, est-ce qu'on peut rogner un peu sur l'hôpital ? Est-ce qu'on peut se passer d'un stock dans le rapport de la Cour des comptes, le stock qui a été vidé, c'est 400 millions d'euros. Vous vous rendez compte ? C'est rien du tout. Le coût de la pandémie, en plus, c'est complètement stupide. Parce qu'au final, la pandémie, elle coûte plus cher. Bien sûr. Donc ils font des économies de bout de chandelle pour se faire plaisir, pour pas fâcher leurs copains, Bernard Arnault, je ne sais pas qui. Et au final, c'est les Français qui payent dans leur famille. Et en plus, après, c'est eux qui payent la facture. Parce que de toute façon, quand les grands groupes font faillite ou sont en difficulté, c'est le contribuable qui paye, malheureusement. Par contre, quand il y a des PME qui crèvent, ça, tout le monde s'en fout. Enfin, pardon, tout le monde ne s'en fout pas, mais l'État n'intervient pas, et là, il n'y a personne pour les sauver. Alors là, justement, on a vu que Bruno Le Maire avait annoncé plusieurs mesures à l'égard des PME qui étaient en difficulté à cause du virus. Mais on s'en félicite, et ce sont plutôt d'ailleurs des mesures intelligentes. Ils ont tiré quelques leçons quand même de la crise de 2008, mais inversement, il y avait un reportage très intéressant dans vos confrères du Figaro sur, vous savez, les usines qui produisent encore des masques en France. Et qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent, oui, nous on a des lignes de production affaiblies, parce qu'en 2011, le gouvernement nous a abandonnés et ne nous a pas commandé ce qu'il devait commander. Donc effectivement, on peut sauver les PME aujourd'hui quand elles sont au bord de la mort. Mais le problème, c'est qu'on les a abandonnées depuis 10, 20, 30 ans. D'ailleurs, c'est même pas ce gouvernement. Il ne fait que répéter, aggraver les erreurs que d'autres ont commises avant lui. Mais effectivement, les PME, elles auront beaucoup de mal à absorber un choc économique très grave. Alors que les grands groupes, non. Or, qui profite de la mondialisation ? C'est pas les PME, c'est pas les PME industrielles. Au contraire, elles dégustent. Ce sont ces grands groupes. D'ailleurs, on les prend en flagrant délit. Les multinationales du médicament, les laboratoires pharmaceutiques, on découvre à l'occasion de cette crise qu'elles ont délocalisé 80% des matières premières essentielles, des matières actives, en Asie. Et là, on dit, oui, c'est désorganisé. Sauf qu'on on le sait depuis des années. Nicolas Dupont-Aignan, pas le seul, le sénateur Jean-Pierre Decool du Nord, un indépendant très sérieux, il alerte depuis des années sur... la non-résilience finalement sanitaire. Absolument. Alors les Français, je pense là, vont quand même réaliser un certain nombre de choses. Il faudra en tirer des leçons parce que là, effectivement, le moment, toute notre énergie doit être engagée dans la lutte contre la maladie et sauver le plus de gens possible et limiter la maladie. Mais après, il faut faire attention. Et là, j'alerte vos téléspectateurs. C'est comme d'habitude le système, dans toutes les crises, crise migratoire, crise économique, crise sanitaire, ne tire aucune leçon des crises. Voilà. Il compte sur le phénomène d'oubli des médias qui parlent d'autre chose. Mais il faudra en tirer des leçons. Car là, une fois de plus, c'est pas pour inquiéter les gens, mais le virus est grave, il fait beaucoup de victimes. Il aurait pu être plus virulent, il aurait pu être plus dangereux encore. Il y a des virus dans le monde qui circulent qui sont extrêmement dangereux. Or, ce qu'on voit là, c'est que la France, l'Europe en général, n'était pas prête. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, il faudra tirer les leçons, parce que si un jour il devait y avoir une épidémie importante, il faut être prêt. Voilà. Et être prêt, gouverner, désolé, c'est facile à dire, c'est prévoir. Mais visiblement, à part les gaullistes et la droite nationale, c'est une doctrine simple qui semble avoir été oubliée de tous nos gouvernants. Leur rôle, c'est de prévoir et de protéger les Français. Et les Européens aussi, parce que c'est sûr que si un pays à côté est malade, il y a de grandes chances pour que ça arrive en France. Donc il faut être intelligent, il ne faut pas avoir l'esprit de clocher. Mais il faut être sérieux et il faut voir grand. Mais on constate qu'en fait, on est toujours dans la petite politique, dans la petite gestion. Et une fois de plus, cette bureaucratie qui coûte très cher aux Français est inefficace. Donc on est dans l'absurdité la plus totale.
Alors vous avez évoqué tout à l'heure les médias justement, parce que le gouvernement explique qu'il veut faire preuve de transparence. Les médias restent tout de même le porte-voix de la voix officielle, tout simplement parce que ce sont eux qui reçoivent les communiqués, ce sont eux qui peuvent enquêter. Est-ce que vous avez l'impression que les médias aujourd'hui jouent leur rôle pour informer les Français dans cette crise ? Il y a des médias qui jouent leur rôle. Y compris des médias avec qui je ne partage pas grand-chose. Par exemple, Libération, il faut reconnaître qu'ils font des articles de fond, où vous faites votre travail. Mais il y a beaucoup de médias, en fait, c'est pire que ça. Bon, je pense qu'il y a des gros intérêts, comme d'habitude. De toute façon, les médias en France sont possédés par quelques milliardaires qui sont en lien avec la commande publique. Donc c'est quand même compliqué d'assurer leur indépendance. Mais ça va au-delà de ça. Je pense qu'il y a plein de médias qui, de bonne foi, en fait, veulent avoir confiance dans les savants, veulent avoir confiance dans les corps intermédiaires, veulent avoir confiance dans le gouvernement et pensent bien faire, en rassurant à tout prix. Alors bien sûr qu'il faut rassurer les gens, c'est pas le sujet. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas écouter les voix dissonantes et les ridiculiser mieux vaut les rassurer ou leur dire la vérité ? Mais la vérité est rassurante. Alors ça, pour le coup, nous, à Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, il a toujours été clair là-dessus, on est une démocratie, ce sont des citoyens, c'est pas des enfants. Donc la vérité, c'est la confiance, et la confiance, ça rassure. Il faut dire les choses, et d'ailleurs quand on dit les choses, on prend les mesures nécessaires. Si on ne dit pas les choses, c'est normal que les mesures nécessaires ne soient pas prises. La démocratie, c'est quoi ? C'est la responsabilité. Les gouvernants sont responsables devant les citoyens. Si les citoyens n'ont pas les bonnes informations, ils ne peuvent pas exercer leur droit à la responsabilité, et donc les gouvernants se croient irresponsables, et de fait, sont irresponsables. Donc c'est pour ça que la transparence, ce n'est pas une vertu morale, c'est l'efficacité en fait. Et on voit le bien en Chine, pourquoi ça a mal commencé, comme lors des dernières épidémies. C'est qu'une fois de plus, cette dictature communiste a voulu contrôler les choses, étendre, mettre des gens en danger, faire tomber des têtes, et puis au final, la vérité l'a rattrapé. Moi, j'étais atterré, ça je le dis, quand je constate que certaines personnes en France, soi-disant des grands démocrates, honoraient la Chine, M. Raffarin, de toutes les mesures exceptionnelles qu'ils ont prises, de construire un hôpital en une semaine. D'accord, mais s'ils n'avaient pas caché les choses et géré les choses correctement, ils n'auraient pas eu à construire un hôpital en une semaine. Donc on est dans la fascination de régimes dictatoriaux, inefficaces, et ça fait 3 fois quand même. Il faut quand même dire la vérité aux gens. Ça fait 3 fois qu'un foyer vient de Chine. Alors certes, il y a 1,5 milliard d'habitants en Chine, ce qui augmente les risques, les probabilités. Mais quand même, en Inde, l'Inde, il y a 1 million, presque autant de population, en plus avec un niveau de développement moindre, et il n'y a pas eu autant de foyers. Alors, il y a des raisons objectives à ça. Mais la vérité aussi, c'est que ce régime communiste... Moins de voyages, par exemple. Oui, ce régime communiste est une plaie. Voilà. Donc il faut aussi arrêter d'être la serpillière, le paillasson de ces gens, d'avoir une espèce de fascination morbide pour des gens qui n'ont aucun respect pour leur peuple et qui font n'importe quoi, et on leur a tout remis. La Chine aujourd'hui possède tous nos brevets, et notamment nos brevets médicaux, nos brevets technologiques, et ils ont le droit de vie ou de mort en fait sur le système de soins français, puisqu'ils possèdent entre 40 et 80% des molécules. Par exemple, je ne le savais pas, moi je ne sais pas tout, j'ai découvert dans un rapport sénatorial, qui à l'époque n'a pas fait de bruit alors que ça méritait d'être dit, toutes les molécules de lutte contre le cancer, les 25 principales molécules de lutte contre le cancer en France, sont produites en Asie. 25 principales molécules. Ce qui veut dire que le rapport dit que parfois il y a des retards de traitement, ce qu'ils appellent des manques d'opportunités dans le langage, technocratique. Ah oui, non, mais c'est incroyable, un manque d'opportunités de soins, et des gens qui auraient besoin d'un produit, on les oriente vers un autre, auquel ils répondent moins bien. Donc ça a des conséquences très, très graves sur les Français, sur les personnels soignants et sur les familles. Si on ne produit pas nos médicaments sur le sol national, ou au moins chez nos voisins européens en qui on a un minimum de confiance, on n'est pas un pays libre. Voilà. On fait semblant d'être libre. Vous savez, c'est la fable du chien et du loup de La Fontaine. Le chien, il croit être bien nourri, il est bien replé, il dort bien la nuit, mais en fait, il a une laisse. Voilà, il a une laisse, il a une chaîne au cou. En fait, c'est ça l'Europe. Voilà. On croit être riche, on croit être plus malin que les autres. Et malheureusement, nos dirigeants nous ont mis une laisse, et c'est la Chine qui tient à la laisse en d'autres pays. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Jean-Philippe Tanguy, d'avoir dressé ce constat plutôt alarmant. Oui, mais il y a des solutions, parce que c'est sûr que là, c'est sombre. Mais on peut faire autrement. Regardez Boris Johnson. Voilà, un conservateur intelligent, moderne, et qui tient à son peuple, qui défend son peuple, a pris des bonnes mesures, et comme quoi on peut bien faire les choses. Et c'est à nos portes. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Philippe Tanguy. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, n'oubliez pas de partager, de liker, de commenter cette vidéo. Je vous remercie et à la semaine prochaine.